Quelques conseils aux candidates et candidats pour le bac philo. Le 15 juin 2026 débutent les épreuves écrites du baccalauréat. La première est l'épreuve de philosophie avec le choix entre une dissertation ou un commentaire de texte. Je m'en tiens ici à la dissertation. Pour détendre l'atmosphère, la dissertation n'est pas la forme consacrée pour exercer sa pensée ou penser. Platon et Socrate pratiquent le dialogue, les théologiens de leur côté utilisent la casuistique, c'est-à-dire l'étude de cas. Au XVIIIe siècle, Hume fait encore du dialogue en opposant des personnages aux vues différentes. Bien sûr, Montaigne, qui expérimente des idées, pratique des digressions. Aujourd'hui, le correcteur les sanctionne comme étant hors sujet. La pensée de Montaigne suit à gambade son cours naturel. Et voilà, le XVIIIe siècle, le grand siècle du positivisme, de la rationalité, de la logique, de l'ordre du discours, de la mise en forme de la pensée. La dissertation apparaît, loin d'être un exercice de pensée, est d'abord une méthode pour penser. Descartes, dans son discours du même nom, avait commencé, analyser, décomposer le sujet en de multiples parties. Le pli est pris, la dissertation, c'est d'abord une méthode et la pensée doit se caler sur la méthode. Alors, de l'instituteur en philosophie ou le professeur en philosophie, celui qui institue, jusqu'au tutoriel sur le net, en passant par les livrets, les fiches, les articles, etc., se tient le discours de la méthode. On notera au passage que c'est une affaire juteuse. La philosophie, c'est aussi un marché où joue la concurrence. La méthode se dit être une démarche rationnelle qui procède par étapes selon une logique. Elle constitue un cadre, un modèle pour la pensée qui doit s'y conformer. Selon Heidegger, c'est une méthode qui favorise la réflexion mécanique par rapport à la réflexion profonde ou méditante, comme il l'appelle. Elle est précurseur des méthodes de pensée que l'on trouve dans le management sous la forme de QQO, QCP, qui, quand, où, pourquoi, etc., ou de PERT, en quelque sorte une pensée algorithmique. Pour commencer, il faut brider et corseter la pensée. Pas de place à l'imagination, à l'intuition, pour la première Bachelard, pour la seconde Bergson. Votre devoir, c'est en effet un devoir, doit être structuré. Introduction, développement en 2 ou 3 parties, conclusion. Au préalable, vous aurez défini et analysé les termes du sujet, comme dans un dictionnaire que vous n'aurez pas sous la main. Il faut analyser, comme on dit, il faut positiver. De là, on ne sait toujours pas bien comment émerge une problématique. Toute l'année, on vous a sommé de problématiser. Problématiser, c'est en partant d'une expérience, d'une opinion, déboucher sur un problème et un problème philosophique. Or, depuis Platon, l'expérience ordinaire, sensible, c'est pas bien, c'est sale, il faut donc vite la dépasser et la convertir en problème. Pour éviter tous égarements, portez le corset. Consacrez environ 1 heure à l'analyse du sujet et à l'organisation de ses idées sur un brouillon, puis de consacrer 2h30 pour la rédaction et de réserver enfin 30 minutes pour la relecture de sa copie. Pas une tête doit dépasser, pas une minute doit dépasser le temps réglementaire. Exemple, le développement technique nous rend-il plus libres? Ah oui, bien sûr. Avec mon téléphone portable, ma voiture, mon scooter, ma machine à laver, je suis plus libre. Mais tu ne peux pas en rester là. Cherche le contraire, force-toi et tu vas voir, ça va devenir un problème, par magie. Surtout, ne te laisse pas aller dans ton expérience de tous les jours qui forge tes opinions, sales par nature. Il faut l'épurer. Raisonner, s'émanciper, c'est prendre de la distance, sortir de la caverne de Platon pour voir la vraie vie. Un peu desséchée, certes. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui vont passer le bac et à tous ceux qui l'ont déjà passé, ou pas, et qui s'intéressent à la philosophie, il serait à propos d'une question, d'abord de se donner l'envie d'y réfléchir,
et peut-être même avoir envie, comme dirait Johnny Hallyday. On ne peut pas commencer une dissertation, une réflexion philosophique si l'on n'est pas motivé, si l'on n'en a pas l'envie ou le désir. Mais désirer, ça ne se commande pas, comme dirait Georges Brassens à propos d'autre chose. Le plus souvent, on se motive parce qu'on a un problème à résoudre, une énigme à déchiffrer, comme dans un roman policier. Pas facile pour les candidats au bac de se créer un faux problème, surtout lorsqu'ils sont plantés là depuis les aurores et pour 4 heures devant une table d'écolier avec du stress par-dessus le marché. Et on ne se motive pas plus avec des recettes de cuisine du genre d'abord définir les termes du sujet que l'on a à traiter, puis appliquer le plan thèse, antithèse, synthèse, cette dernière étant souvent normande, peut-être ben cuit, peut-être ben que non. Elles font partie, ces conseils, ces directives, dirait-on, elles font partie du kit de survie inventé au XIXe siècle, mais une bonne dissertation et une bonne réflexion ne sont pas faites de recettes et de trucs. Comme je l'ai dit, la pensée se laisse difficilement enfermer dans des cadres, elle galope dans tous les sens, se moquant de la rigueur et de la cohérence. Il ne faut pas la brider, dirait Montaigne, elle va à gambade. J'imagine le candidat philosophe dans la situation d'un inspecteur de police qui doit résoudre une énigme. La morale est-elle nécessaire aux hommes pour vivre en société? Faut-il se fier aux apparences? Ce sont les scènes du crime, et notre Sherlock Holmes en herbe doit se mettre à faire des hypothèses, chercher des indices pour découvrir l'assassin. Il ne s'emballe pas et ne se précipite pas sur le premier suspect venu, histoire de boucler l'affaire au plus vite. Il commence à poser des questions aux questions. Quelles sont les raisons qui conduisent à se poser ces questions? Quel intérêt y a-t-il à y répondre? Y a-t-il un enjeu particulier? En somme, quels sont les mobiles? Y a-t-il des indices, des traces, un faisceau d'indices, même si je n'ai pas de preuves? Et le voilà confronté à des alternatives, des pistes. Toutes se valent-elles? Peut-être pas. Certaines sont des impasses, d'autres peut-être une ouverture. Qui pourrait bien l'aider dans cette affaire? Un philosophe peut-être? Un romancier? Ou encore une anecdote prise dans la vie courante? Un film aussi? Newton voit une pomme tomber. Il la ramasse et la mange. Point. Comment va-t-il arriver à poser la question de savoir pourquoi elle tombe? Quelle drôle de question, parce qu'elle est lourde et qu'elle se décroche. Point. Et la vie va bien comme cela. Comment en arrive-t-on à ne pas se contenter de ce qui semble évident au point de se rendre malade? Bref, le désir naît chez Newton. Et alors, toi, étudiant, devant ta copie blanche, comment va-t-il naître à 8 heures du matin dans cette salle glauque? Mais on me dira, au fond, comme si les choses avaient un fond qu'on aurait juste qu'ici ignoré, est-ce que tout cela sert à quelque chose? Je répondrai, justement et fort heureusement, et sous cette forme, à rien, juste pour avoir une bonne note. Pour ce faire, il faudra revenir à la méthode, à l'ordre du discours, comme dit Michel Foucault. Ah oui, dans l'introduction, n'oublie pas d'annoncer le plan pour qu'on puisse te suivre à la trace. En bref, et un seul conseil, écris ce qui te passe par la tête, va à gambade, fais-toi plaisir. Au moins tu auras passé un bon moment. Didier Martz est ex-professeur de philosophie et auteur. Il est musicien, pop, philosophe, si l'on peut dire, du Front de libération de la pensée, FLP, groupe Fiché S.